Est-ce que ton taux d'intérêt en ce moment sur ta maison personnelle ou même sur un immeuble à revenu est à 5% ou plus? Eh bien, si c'est le cas, tu as peut-être bien de l'argent à économiser en brisant ton hypothèque. Et oui, payer une pénalité de 2, 5, 8, 10, 12 000 $, on voit souvent ça comme de l'argent jeté par les fenêtres. Mais en ce moment, ça peut valoir le coup sous certaines conditions, surtout dans la réalité économique actuelle qu'on est. Aujourd'hui, je reçois ici même Félix Bilodeau-Bergeron, qui est un courtier hypothécaire. On va parler en ce moment de briser son hypothèque, mais aussi des taux d'intérêt, des différents types de prêts, des pénalités que tout ça va engendrer, mais aussi du courtage hypothécaire. Bref, vraiment plein de sujets très intéressants. Bonne écoute! Donc, salut officiellement Félix Bilodeau-Bergeron. Les gens te connaissent peut-être, mais ils t'ont peut-être jamais vu parce que je parle de toi, là, des fois, tu commandites les capsules. Donc, ton nom est peut-être entendu pour bien des gens, mais aujourd'hui, on a l'opportunité de se voir. Tu as fait quand même plus de 2 heures de route, on n'est pas à porte l'un l'autre, parce que on a discuté, puis là, il y avait une opportunité pour bien des gens en ce moment qui est là. Puis même moi, qui n'ai pas un expert là-dedans, je trouvais ça compliqué, essayer de le verbaliser pour mettre ça ici sur la capsule, c'était compliqué. Donc, j'ai dit, regarde, descends directement, viens parler, c'est toi l'expert là-dedans, tu connais les choses, tu connais les taux d'intérêt. Puis, c'est ça. J'ai décidé qu'on fasse la capsule ensemble à place de la faire de mon côté. Fait que bienvenue officiellement. Merci beaucoup, Rémi. Merci de me recevoir. C'est très apprécié. Je suis content d'avoir la chance de venir faire une petite capsule avec toi. Puis oui, aujourd'hui, on va parler des opportunités, là, surtout pour les clients qui sont avec un taux fixe, OK. qui ont signé des courts termes, là, fait que des termes de 3 ans, 4 ans, dans le temps où les taux étaient plus élevés, dans les 5% et plus. Donc, ouais, pour ces gens-là, là, principalement, là, je dirais qu'il y a une bonne opportunité à saisir maintenant. Puis assez rapidement, il ne faut pas trop attendre, on va en toucher plus loin. Les raisons de pourquoi l'opportunité peut durer pas si longtemps que ça. Fait que Félix, justement, qui es-tu? Je parle de toi dans mes petits segments, là, mais présente-toi un petit peu plus, voir. Yes, donc moi, je suis un courtier hypothécaire. Ça fait 2 ans maintenant que je suis dans le domaine. Je suis vraiment passionné par ce que je fais, là. J'essaie vraiment d'aider le plus de gens possible à faire une bonne gestion de leur passif. Puis oui, je suis entouré d'une équipe aussi là, qui m'aide beaucoup là-dedans. Puis j'ai un mentor, là, Ryan Lahaye, avec lequel tu as déjà fait une capsule là, sur la manœuvre Smith, puis Exact. la mise à part de l'argent locatif. Exact. D'ailleurs, c'est toi à la base qui m'a mis en contact avec Ryan. Puis je sais que Ryan est excellent. Il y a une grosse équipe autour de lui. Donc, ça ne fait pas nécessairement longtemps que tu es dans le domaine, mais tu es très bien appuyé. Puis dès que tu as des questions ou quoi que ce soit, ben, tu es capable d'aller chercher justement les meilleurs. Fait que clairement, tu es capable d'apporter à n'importe quel type de client. Tu es capable d'apporter une très grande valeur ajoutée. Puis ça, c'est le fun. Et c'est pour ça que je te permets d'être dans mes vidéos aussi de commanditer parce que je trouve que justement, tu apportes de la grande valeur. Tu es motivé, motivant. Tu le dis, les gens peuvent le challenger, tu réponds en dedans de 2 heures avec quelqu'un qui te répond, qui t'écrit un message. Fait que c'est vraiment super intéressant. Fait que parlons justement de l'opportunité actuellement. C'est une opportunité qu'on n'a pas bien vue dans les 20 dernières années. Ouais. Puis là, il y a une opportunité, puis il fallait faire la capsule justement maintenant parce que ça ne durera pas encore longtemps, mais ça s'adresse à ceux principalement qui ont des taux fixes. Là, ce qui arrive, c'est qu'on voit les taux directeurs, vous voyez dans les journaux, les taux descendent. Puis là, ben, on a l'impression que le taux d'intérêt de ton prêt diminue puis que c'est super avantageux. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Qu'est-ce qu'il y en a? Parle-moi un petit peu d'abord de la baisse des taux directeurs. Ouais. Fait que déjà, par rapport à ça, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas en fait, là, c'est que le fameux taux directeur là, qu'on voit dans les nouvelles partout, puis qu'à chaque fois qu'il y a une baisse là, de la Banque du Canada, ça fait la une vraiment partout. Les gens ont tendance à croire que ça affecte directement leur taux hypothécaire. Par contre, il faut faire une nuance parce que la plupart des gens, ils vont avoir un taux d'intérêt fixe. Puis les taux d'intérêt fixes ne sont pas affectés par le taux directeur, en fait, là. Le taux directeur, lui, impacte seulement le taux variable. Donc, toi, par exemple, tu as un taux variable. Fait que quand il y a une baisse du taux directeur, ça va prendre peut-être quelques semaines, là, mais il va avoir un impact sur ton taux dans ton contrat. Donc, soit ton paiement, il va diminuer ou non, peu importe. Mais c'est ça. Fait Ben, le contrat, dans tous les cas, le contrat, pas le contrat, le paiement va diminuer en termes d'intérêt. Des fois, le paiement reste fixe, mais les intérêts diminuent et des fois, l'ensemble du paiement diminue. Donc ça varie selon les contrats. Mais dans tous les cas, si tu es variable et qu'il y a une baisse du taux directeur, tu vas te retrouver à payer moins d'intérêts. Ça, assurément. c'est ce qui est plaisant avec le taux variable. Quand ça diminue, tu en payes moins automatiquement. Quand ça monte, ben, tu en payes plus automatiquement aussi. C'est pour ça qu'un taux variable, ce n'est pas fait pour tout le monde. Puis c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des taux fixes. Et évidemment, quand tu as un taux fixe signé sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans, 10 ans, même à certaines occasions,
ben ton taux fixe, lui, peu importe le taux, le taux directeur, le taux variable, ben ton taux fixe est fixe. Ça te dit c'est un taux fixe. Fait que ça n'affecte pas directement ceux qui ont des taux fixes. Là où ça fait peur un peu, c'est que des fois, il y a des gens qui ont des taux fixes quand même intéressants, puis que là, ils vont renouveler prochainement. Là, ça va affecter. Fait que chaque baisse vient les avantager sur le renouvellement possible. Par contre, ceux qui ont des renouvellements à très court terme, c'est une chose. Ceux qui ont des renouvellements dans 1 an, 2 ans, 3 ans, bien là, c'est long quand on voit que les taux baissent, c'est long avant de pouvoir profiter du nouveau taux et c'est là que l'opportunité se présente. Ouais. Puis, tu sais, encore là, il faut faire attention parce que oui, c'est vrai que quand le taux directeur baisse, la plupart du temps, ça va se répercuter sur les taux fixes de façon générale. Mais en ce moment, exemple, dans le dernier mois et demi, tu sais, il y a eu une baisse là, du taux directeur, puis les taux fixes, eux, sont restés vraiment au même niveau. Parce que qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est que les taux fixes, eux, c'est vraiment le marché obligataire. Puis le marché obligataire, ça, sans trop rentrer dans les détails, ça l'anticipe ce qui va se passer. Tu sais, ça fait quelques temps quand même qu'on en discute, puis qu'on sait que la Banque du Canada, dans l'annonce qu'il y a eu la semaine passée, qu'il allait avoir une baisse. Fait que ça a déjà été, comme on dit en anglais, le priced in dans le marché. Donc, ça fait un petit moment. Fait que là, les clients qui m'ont appelé la semaine dernière ou cette semaine, qui me disent, j'ai vu que les taux ils ont descendu, est-ce qu'il y a une opportunité pour moi? Il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'on voit le taux directeur descendre que pour les gens à taux fixe, il y a un impact. Donc, je pense que c'est un point qui est important à faire. Oui, c'est ça, parce que le taux variable, c'est directement corrélé avec le taux de la banque directeur, le taux directeur de la banque, mais le taux variable n'est pas directement relié. Par contre, dans les faits, on n'aura jamais un taux fixe à 7 si le taux directeur est à 2, mettons. Parce qu'il va toujours quand même avoir une corrélation, mais ce n'est pas direct, puis ce n'est pas instantané. Fait que c'est pas parce que le taux directeur a baissé la semaine passée de 0,25 que ton taux fixe a diminué de 0,25 pour le prochain qui va renouveler. Ouais, fait que ça, c'est la chose qu'il faut savoir. Généralement, on dit aussi du taux variable que c'est pas le taux variable, mais le taux directeur, c'est-à-dire là, que c'est un indicateur là, qui est en retard là, sur le marché. Là. Quand on regarde les obligations, qu'est-ce qui se passe dans les rendements obligataires, c'est vraiment maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, tandis que là, le taux directeur, lui, ça peut prendre quelques semaines, même quelques mois là, avant que ça y ait un impact là, à ce niveau-là. OK. C'est bon. Fait que là, l'opportunité qu'on veut discuter absolument aujourd'hui, c'est les gens qui ont, mettons, renouvelé, voilà, 6 mois, parce que là, on vient d'avoir 7 baisses de taux directeur consécutives là, dans les annonces du taux directeur. Donc, dans la dernière année, ça a baissé de 7 fois. Donc, c'est quand même considérable, dont des fois de 0,5, donc ça diminue quand même assez vite. Et là, mettons, quelqu'un a renouvelé, voilà, 1 an. Voilà 1 an, on avait encore des taux à 7, 6, 7 6 oui, c'est ça, mais moi, j'ai des taux qui sont encore à 7,3 puis qui ont été renouvelés justement, mettons, en mars l'année passée, en mai l'année passée, puis qui viennent à renouvellement là. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a quand même des gens qui ont des taux élevés en ce moment. Si vous avez signé pour 1 an, bien, c'est pas si pire parce que vous allez profiter de la baisse du taux possiblement quand vous allez renouveler. Mais si vous avez signé pour 5 ans, ce taux d'intérêt-là à 6 pendant 5 ans, il n'est pas nécessairement intéressant, justement. Fait que comment qu'on peut faire ça pour profiter de la nouvelle baisse, on va dire? Ouais. Dans le fond, dans ces périodes-là, je dirais la plupart du monde, du moins mes clients à moi, optaient pour des taux fixes court terme, donc des 3 ans ou des 4 ans, quand les taux étaient plus hauts, là, pour justement profiter des baisses à venir. Donc, pour ces clients-là qui ont signé, ça fait 1 an, 2 ans ou même 6 mois, qu'est-ce qu'il faut voir, c'est que si vous avez un taux d'intérêt à 5 et plus, honnêtement, je vous recommanderais très fortement de me contacter. J'ai un calculateur où on va pouvoir vraiment prendre votre taux hypothécaire, on va pouvoir regarder avec le prêteur aussi ça serait quoi la pénalité, puis on va être capable de calculer très facilement, de voir est-ce que ça pourrait valoir la peine pour vous de briser le prêt qu'on a actuellement pour renouveler le prêt avec un autre prêteur, payer la pénalité, puis dans la plupart du temps, on fait des économies considérables. Par exemple, un cas concret que j'ai fait la semaine passée, c'est un de mes clients que lui, il avait un taux à 5,05, puis en brisant l'hypothèque, il pouvait aller chercher une économie d'intérêt de 24 000 puis sa pénalité hypothécaire, lui, était de 8 000 Fait que c'est sûr qu'il faut quand même, c'est une grosse pénalité, il faut sortir des liquidités, sinon même il y a des stratégies qu'on peut faire avec des remises et tout pour venir financer la pénalité aussi, dépendamment. C'est sûr que là, ça va négliger la rentabilité au niveau de l'économie d'intérêt. Mais bref, ce qu'il y a à se rappeler, c'est vraiment si on paye 5 et plus, ça vaut la peine de prendre quelques minutes, de me contacter, de regarder si ça vaut la peine. Mes services sont complètement gratuits, fait que ça ne vous engage à rien. Au pire des cas, on réalise ensemble que ça ne vaut pas nécessairement la peine. Puis on a juste à passer un autre appel, on garde contact, puis pour votre renouvellement, on va pouvoir regarder les choses ensemble.
Mais là, si j'ai pas de remise sur mon terrain, je peux-tu faire quand même le truc? Oh oui, s'il n'y a pas de remise. Non, c'est parce que tu as dit on peut toujours s'arranger avec une remise. Mais genre. Ah, OK. Je n'ai pas compris. Non, c'est ça. Bon, fait que c'est ça. Éventuellement, c'est ça. Il faut comprendre que quand on fait un terme avec une banque, quand on fait un prêt avec une banque, c'est un contrat. Et dans un contrat, la banque s'attend à recevoir un certain montant d'intérêt de ta part. Donc, mettons, je mets des chiffres, n'importe quoi, là, mais mettons que la banque s'attend de recevoir 100 000 d'intérêt de ta part pendant les 5 ans du prêt. Bien, si toi, tu viens tu cognes à ta banque et tu dis hey, moi, je ne veux plus mon taux à 5, 6, 7 j'aimerais ça en avoir un autre. Bien, elle va dire ben non, on a signé un contrat, tu me dois X montant. Donc, si tu veux le briser, tu as au moins à me payer une pénalité là-dessus. Donc, c'est là où, des fois, c'est pas toujours avantageux quand même de changer de prêt parce que on doit payer la pénalité. Souvent, la pénalité est quand même élevée. Si ce n'était pas de la pénalité, bien, on ferait juste changer d'un bord à l'autre, puis tout le monde aurait comme des taux variables parce qu'à chaque fois que ça baisserait, on irait chercher un autre. Mais là, parce que la pénalité est vraiment à considérer dans la transaction. Puis, effectivement, là, je ne sais pas, c'était un prêt d'à peu près combien pour. 400. Fait que pour un prêt de 400 000 qui était à 5 dans ce cas-ci unique, tout le monde est différent, mais dans ce cas-ci, il a quand même réussi, tu me dis, à économiser 16 000 sur la transaction. 16 000 ou 24 000 qu'il aurait économisé sur encore combien de temps, mettons? Il restait 2 ans. Fait que sur 2 ans, il allait payer 24 000 supplémentaires par rapport à Ouais. payer le 8 000 maintenant. Ouais. Fait que tu vois, c'est quand même très intéressant, très rentable financièrement au bout de la ligne, mais ça comporte certains éléments. Puis il y a des gens à l'inverse qui, le renouvellement est bientôt, donc ça ne vaut pas la peine de payer une pénalité par rapport à ce que tu vas payer en intérêt sur la différence du temps. Fait que c'est vraiment, chaque cas est unique. Puis effectivement, avec le calculateur, on peut arriver à une belle situation de comprendre est-ce que c'est avantageux, est-ce que ça se fait, est-ce qu'on a les liquidités pour payer la pénalité. Puis là aussi, quand on dit de briser son prêt, est-ce qu'on fait juste, mettons, toi ou moi, si je pars directement à la banque, est-ce qu'on fait juste appeler la banque et dire je veux briser mon prêt, fais-moi ton nouveau prêt avec du 4 aujourd'hui? Oui, bien, la plupart du temps, là, ben, pour ma part, là, c'est sûr qu'on va aller vers une autre institution financière quand on va briser le prêt. Fait que là, c'est de demander toujours, là, il faut confirmer avec le prêteur directement. Moi, même si je peux faire le calcul de la pénalité, les banques, là, chacun, ils ont des petites variantes. Puis aussi, il y a une chose que je voudrais vraiment toucher, c'est le fameux taux affiché, ou un taux, souvent, on va voir dans les contrats hypothécaires que votre taux, par exemple, ça va être 5 mais ils vont afficher 7 ou ils vont écrire votre taux, c'est 7 moins un rabais de taux de 3 La raison pourquoi ils présentent de cette façon-là, c'est justement au niveau de la pénalité. C'est que quand on va venir à payer la pénalité, il y a ce qu'on appelle deux types de pénalités, toujours le plus élevé entre les deux, bien évidemment pour eux, mais c'est ça. Fait qu'il y a soit le 3 mois d'intérêt, ça c'est la pénalité qui est toujours applicable dans le variable, peu importe c'est quoi la situation, c'est toujours systématiquement 3 mois d'intérêt. Par contre, en fixe, c'est le différentiel de taux. Je dirais que 80% du temps, là, c'est le différentiel de taux qui va s'appliquer parce que ça coûte beaucoup plus cher, en fait. C'est désavantageux pour le client de prendre ça. Oui, beaucoup pour la banque, surtout avec le fameux taux affiché, comme je dis, c'est que eux, dans le fond, le différentiel de taux, tu peux le mettre à l'écran si tu veux, le petit calcul pour les plus nerds du groupe. Mais oui, c'est qu'on va prendre le taux affiché moins le taux du contrat, fait qu'on va avoir un différentiel, disons 0,2 On le multiplie fois le montant d'hypothèque. Fait qu'admettons, il te reste 400 000 d'hypothèque. Fait que là, ça va faire un 4 000 ou peu importe là, les chiffres. Ensuite, on va le diviser par 12 pour avoir le différentiel de taux mensuel. Puis on va multiplier le différentiel fois le nombre de mois restants. Fait que tu sais, tantôt, quand tu parlais des taux d'intérêt de 7 ans, 10 ans, il faut faire attention par contre avec ces produits-là. C'est des produits qui ne sont pas très communs, justement pour ça. Parce que si on prend un terme de 7 ans puis on le brise après un an, la pénalité de cette façon-là, c'est le différentiel de taux, même s'il est minime. On s'entend que ça va être une pénalité extraordinaire. Ben, pas extraordinaire, mais énorme. Extraordinairement cher. C'est ça. Exact. C'est comme pour un exemple concret aussi, encore une fois, j'ai mon oncle, moi, qui est un investisseur immobilier, qui, une fois, a vendu un immeuble locatif, puis il a payé une pénalité là, de 27 000 là, pour briser son prêt. Donc, parce qu'effectivement, on brise le prêt si on veut, mettons, changer d'institution financière. On brise le prêt si on veut changer de taux d'intérêt. Mais on brise le prêt aussi quand on vend notre immeuble précipitamment. Là. Donc, si tu viens de signer pour un renouvellement de 5 ans, là, 6 mois, puis là, tu décides de vendre ton immeuble,
ben, la banque, elle s'attend à avoir X montant d'intérêt sur ton contrat. Donc, si tu vends ton immeuble et que tu ne l'as plus, ben, il faut que tu payes la pénalité. Ouais. Après ça, il y a des stratégies. On peut transférer le prêt sur un nouvel immeuble, mettons une nouvelle maison, mais tu sais, la plupart du temps, c'est qu'on paye la pénalité. Donc, effectivement, quand on dit qu'on choisit un prêt hypothécaire, on ne choisit pas juste le taux d'intérêt. Parce que si on choisit juste le taux d'intérêt, puis tu te dis, hey, j'ai un taux d'intérêt fabuleux à 1,59 comme on a eu en pandémie, puis tu le prends sur 10 ans, mais que ça ne correspondait pas à tes besoins parce que tu veux vendre ta maison, changer, peu importe, bien là, tu peux te rendre compte que ton taux d'intérêt, il va quand même te coûter cher au bout de la ligne si ça ne correspondait pas à tes besoins initiaux. C'est assez contre-intuitif aussi, je dirais, parce que pour la plupart des gens, puis la plupart des emprunteurs là, au Québec là, qui vont financer une propriété, la plus grosse économie qu'ils peuvent faire, c'est pas nécessairement sur le taux d'intérêt. Ils pourraient sauver plus en essayant d'aller dans des prêteurs, justement, où ce que le calcul de la pénalité est plus avantageux. Parce qu'en moyenne, là, les gens ils vont briser 3 points quelques fois leur hypothèque dans une hypothèque. Là. Fait que, ça fait extrêmement beaucoup de pénalités. Là. Tantôt, j'ai donné l'exemple de 27 000. C'est sûr, la plupart du temps, c'est pas nécessairement aussi élevé que ça, là, mais même si on le calcule à 10 000 fois 3,8 fois, je pense pas que tu vas sauver 38 000 d'intérêt juste en essayant de magasiner ton taux à 0,05 plus bas à un endroit qu'un autre. T'sais. Donc, c'est ça. T'sais. C'est sûr que le taux d'intérêt, c'est ce qu'on a tendance à comprendre le plus facilement. C'est ce qu'on nous met en gros, puis que ça ne prend pas des grosses études en finance là, pour comprendre que 4 c'est plus haut que 3,5. Oui, c'est ça. Bref, pour moi, je pense, à mes yeux, c'est plus même une technique de marketing des banques pour essayer de garder le client à regarder pas nécessairement la meilleure chose, puis pas trop poser de questions au niveau de la pénalité et tout, parce que quand on va dans des institutions, là, ça se peut que la plupart du temps, tout le calcul de la pénalité hypothécaire ne soit pas défini trop dans détail, parce que c'est sûr que on se met à la place d'une personne. Si, exemple, je suis un vendeur d'auto, puis je vends un auto où il y a un super beau moteur, mais qu'il y a souvent des problèmes, je ne sais pas moi, au niveau du moteur. Puis on s'entend, je ne vais pas parler des problèmes, je vais parler de la puissance, je vais parler des bons points, mais je ne parlerai pas nécessairement des désavantages. Fait qu'encore une fois, de faire affaire avec moi aussi, qu'est-ce que ça permet? C'est que moi, j'ai une vingtaine de prêteurs avec qui je fais affaire. Fait que je peux vraiment dire tous les côtés positifs et les côtés négatifs de chacun des produits. Comme ça, mes clients, eux, vont prendre une décision en fonction de tout en connaissance de cause, là, en fait. OK. Puis là, on parle de la pénalité. Il y a d'autres choses aussi à regarder. Il n'y a pas juste le taux d'intérêt, il n'y a pas juste la pénalité. Mais si la pénalité est là, puis souvent, les gens ils vont dire mais non, j'achète ma maison, je vais être là pendant 30 ans, je vais faire ma vie là. Tu sais. Mais la réalité est beaucoup plus différente que ça. Les gens restent en moyenne, selon le type d'habitation, entre 7 et 10 ans dans leur maison. Un prêt, c'est sur 25 ans. Il y en a même plusieurs qui le renouvellent avec des termes, des amortissements plus élevés, donc ils sont là pendant longtemps avec un prêt sur la maison. Puis l'idée, c'est que ben, notre vie change. Donc, on peut vouloir une plus grande maison, on peut vouloir une plus petite maison, on peut avoir des enfants à un nouveau quartier, changer d'école, changer d'emploi. On ne peut jamais connaître le futur. Donc, oui, on peut espérer acheter la maison, être là pendant 35 ans, comme à peu près nos parents ont fait, parce que la vie était, on va dire, plus sédentaire en termes de lieu. Il y avait le même emploi pendant 40 ans. Ce n'est plus la réalité d'aujourd'hui. Il y a plusieurs choses qui ont changé, puis ça vient faire en sorte que la maison, peu de gens la gardent réellement pendant 30 ans ou la payent pendant 25 ans sans qu'il n'y ait jamais d'accro au travail de tout ça. Là. Fait que la pénalité est quand même importante. Puis la pénalité, elle va être, dans le fond, à chaque fois qu'on a un amortissement sur 25 ans, mais on a des termes différents à l'intérieur de ça. Ouais. Donc, si on prend un terme de 2 ans, 3 ans, bien, à chaque 3 ans, à chaque fois qu'on change d'institution ou qu'on change de terme ou qu'on change de taux, bien, la pénalité aussi peut changer à l'intérieur de ça. Fait que c'est toujours quelque chose qu'il faut vérifier. Tout ce que tu as dit là, au niveau des raisons de déménager puis de briser un prêt, je suis totalement d'accord avec toi. Puis un autre facteur que moi je vois de première ligne, parce que je fais les antécédents d'emploi avec mes clients, je dirais les gens qui font 20-25 ans dans le même employeur, ça arrive beaucoup moins là, que dans le temps, comme tu dis, nos parents et nos arrière-grands-parents, qu'eux, ils restaient toute leur vie à même emploi, en même compagnie. C'est plus vraiment comme ça de nos jours. Non, effectivement. Mon père, il prend la retraite dans 2 mois après 40 ans au même emploi. Wow. Il n'a jamais changé d'emploi, donc il est là, c'est ça. Bref, c'est peu commun maintenant. Puis là, c'est ça, de rester au même endroit tout le temps, c'est aussi peu commun. Fait que c'est bon, on a parlé beaucoup de la différence des taux directeurs, taux fixes, taux variables. Briser son terme, ben, tu sais,
à quel point on parle de la différentielle de taux. Donc, tu sais, à quel point le différentiel vaut la peine. Est-ce que si j'étais à 4,9 sur mon taux d'intérêt actuellement, si je suis capable d'avoir un 4,6, est-ce que ça vaut la peine ou pas du tout? Je suis mieux d'attendre, d'espérer peut-être dire s'ils descendent puis j'étais à 3,2, bien là, il va y avoir un gros gap, mettons, entre les deux. C'est sûr que là, avec un différentiel si petit comme ça de 0,3, je serais vraiment étonné que ça vaille la peine. Encore une fois, c'est quand même du cas par cas parce qu'il y a plusieurs autres facteurs qui vont jouer un rôle là, dans le calcul. Mais tu sais, vous pouvez m'appeler ou vous pouvez appeler votre courtier hypothécaire pour essayer de voir là, s'il y a une opportunité là-dedans. Mais honnêtement, c'est sûr que moi, je dis toujours à mes clients, garde ça simple, c'est 5% et plus. J'ai eu des bons résultats avec d'autres clients là, à partir de ces montants-là. Mais tu sais, c'est sûr qu'on s'entend même à ça. Si tu as un taux de 5,99 et ton renouvellement il est dans un mois ou deux, on ne sera jamais capable de rentabiliser la pénalité hypothécaire en aussi peu de temps. Là. Fait qu'il faut quand même voir aussi le nombre de temps qui reste. Là. Mais depuis qu'on a, je dirais, plus de 6 mois, là, un 12 mois devant nous, là, il y a des bonnes opportunités. Puis il y a aussi l'opportunité que ce n'est pas nécessairement juste l'économie de paiement, mais c'est aussi la situation économique, la conjoncture économique dans laquelle on est en ce moment. C'est de la façon que ça évolue. Il y a beaucoup d'incertitudes devant nous avec ce qui se passe avec les tarifs et tout. Puis c'est aussi une manière de se protéger aussi, là, d'aller fixer un taux fixe. On pourrait prendre un taux fixe en ce moment de 3 ans, 4 ans, 5 ans. Puis tu sais, les gens ils ont tendance à croire qu'en ce moment, les taux sont élevés à cause des 20, 25, 30 dernières années où ce que les taux étaient anormalement bas. Mais si on regarde sur les graphiques, qu'on regarde les taux d'intérêt historiques, là, plus loin que les 30 dernières années, en ce moment, les taux qu'on a ne sont vraiment pas élevés. Là. C'est sûr qu'on va dire aussi, oui, mais dans ce temps-là, les taux ils étaient à 10 mais les maisons, ils en valaient 90 000. Je suis d'accord. Je ne dis pas que les taux vont retourner à du 10 C'est sûr que ça serait beaucoup trop un gros choc économique, là, mais quand même, c'est pas hors de tout doute qu'il n'y aura pas de hausse de taux. Parce que s'il y a de l'inflation qui se présente, la manière que le gouvernement et la Banque du Canada répond à de l'inflation, c'est en montant les taux. C'est la plupart du temps, quand ils augmentent les taux, la situation économique, ça va bien. C'est que l'économie est trop stimulée et ils veulent la ralentir. Mais ça se peut aussi s'il y a de l'inflation dans une période économique où ça ne va pas bien, le mécanisme reste le même. Là. Il va quand même falloir qu'ils augmentent les taux, même si les gens ils ont déjà un petit peu de difficultés financières. Fait que, bref, c'est vraiment une autre opportunité aussi, même s'il n'y a pas nécessairement une grosse économie de taux à faire, mais de venir fixer un taux long terme, on se protège contre certaines imprévisions, là. Pas imprévisions, mais c'est-à-dire incertitudes. Ouais. Parce que c'est. Puis là, je change de sujet complètement, mais c'est un peu contre-intuitif ou c'est un peu choquant des fois de comprendre que la Banque du Canada, qui n'est normalement pas politisée, donc elle ne travaille pas avec le gouvernement, travaille pour les Canadiens, mais sa façon de contrer l'inflation, c'est un peu de faire mal aux Canadiens. Dans le sens que plus que l'inflation va bien, plus que l'économie va bien, plus qu'il pourrait y avoir de l'inflation. Mais là, pour pas que notre monnaie, pour pas que notre dollar perde trop de valeur via l'inflation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit, OK, on doit ralentir l'économie. Et pour ralentir l'économie, une des meilleures façons qu'il y a, c'est que comme tout le monde, à peu près tout le monde a un prêt sur une maison, mais si les taux d'intérêt augmentent, on va devoir mettre plus d'argent via notre maison. Donc, on a moins d'argent pour les choses discrétionnaires à côté. Donc, on va moins au restaurant parce qu'on en a mis plus sur notre maison. On fait moins de sorties, moins de voyages. Donc, au final, on doit ralentir notre train de vie dans le but de payer plus nos dettes, que ce soit notre maison, notre auto, peu importe. Donc, ça nous fait mal, mais ça permet de ralentir l'économie et de ramener un taux d'inflation adéquat. C'est un peu contre-intuitif, c'est un peu plate de penser que, justement, la Banque du Canada travaille pour nous en nous faisant mal, mais sinon, si l'inflation va plus haut, ça nous ferait encore plus mal en tant que société, tout simplement. Fait que c'est pour ça que c'est évidemment quelqu'un qui n'a pas de prêt hypothécaire, que sa maison est payée, il va être moins touché par la baisse des taux, puis il va être moins touché par l'inflation parce que lui, il va pouvoir quand même avoir ses dépenses discrétionnaires à côté puis de continuer à aller au restaurant quand même. Fait qu'évidemment, l'hypothèque, c'est une grosse dépense dans une vie. Quand on achète une maison, il faut la prendre en considération qu'on va la payer pendant très longtemps et que ça va affecter notre vie pendant très longtemps. Fait qu'il faut acheter une bonne maison qui réponde à nos besoins pour essayer de payer le moins possible de pénalités et tout ça. Donc, tu sais, il y a plein de choses à prendre en considération. Les gens font ça souvent. C'est facile d'acheter une maison. C'est beaucoup plus rentable qu'être locataire. J'ai fait une capsule dernièrement là, que la maison à tout coup gagne. Tu sais, il y a plein de gens qui disent, ben non, la maison elle gagne par rapport à être locataire. Je ne paierai pas ma vie de l'argent dans le vide là, en
étant locataire, mais c'est pas vrai, là. Il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec Ouais. ça, il y a beaucoup d'intérêts, il y a beaucoup de pénalités, il y a beaucoup de choses. Fait que c'est ça. Tout ça mis en compte, là, il faut être bien accompagné. C'est pour ça qu'un courtier hypothécaire peut nous aider parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en considération et ils connaissent les produits de différentes banques. Donc, c'est pas parce que toi, tu es avec la Caisse des Jardins ou la Banque nationale ou peu importe que tu connais eux autres et tu leur fais confiance qu'ils vont te sortir le meilleur produit pour toi, pour ta situation. Ils vont sortir un produit qu'ils ont eux autres et qu'ils vont faire de l'argent dessus. Toi, tu es là, tes services sont gratuits et tu permets d'aller chercher la meilleure solution pour le client. Oui, exact. Puis aussi, tu me fais penser avec ton commentaire au niveau des ratios d'endettement aussi. C'est souvent, on va parler aussi de la capacité d'emprunt. La capacité d'emprunt va être mise de l'avant, puis directement, souvent, donner au client, OK, tu peux emprunter pour 400 000, tiens, je te fais une précale à 400 000. Le client ne se pose pas de questions, il va magasiner à 400 000. Tu sais, ce qui est important pour les clients, peu importe avec qui vous travaillez avec votre banque, avec un autre courtier hypothécaire ou peu importe, c'est vraiment important de faire le calcul de votre budget aussi. Puis de regarder, tu sais, vous, votre budget, si c'est 1600 par mois, puis il faut que ça comprenne le paiement hypothécaire, les taxes, le chauffage, les assurances, ainsi de suite. Moi, ça, c'est un exercice que je fais. Puis c'est très important parce que des fois, il peut y avoir une différence, là. Même si la banque vous permet d'emprunter jusqu'à 400 000, ça se peut qu'en réalité, pour rester à l'aise financièrement, vous, votre prix d'achat, c'est 350 000, là. Puis la seule manière, ça, je le répète souvent à mes clients, c'est la seule manière, à mes yeux, de perdre vraiment de l'argent en immobilier, c'est si on achète un immeuble qu'on ne peut pas supporter puis qu'on doit la vendre à court terme à cause de tous les frais connexes, on va se retrouver à perdre. Mais sinon, si on prend un immeuble puis on demande aux gens qui ont des immeubles depuis 20 ans, d'après moi, ça arrive assez rarement qu'il y en a qui ont perdu de l'argent. Effectivement, mais tu as maintenu ton pouvoir d'achat. Tu n'as pas nécessairement fait beaucoup d'argent au travers du temps, mais tu as maintenu ton pouvoir d'achat grâce à ça. Puis effectivement, si quelqu'un veut acheter plus cher, ou disons que quelqu'un qui achète une préqualification à 400 000, puis il décide d'acheter à 400 000, mais qu'après avoir acheté sa maison, il décide de changer son auto à un prêt plus élevé, achète des nouveaux meubles pour aller dans sa maison, se fait un prêt de 800 000 sur, de 8 000 sur accéder, puis tout ça, puis là, ça vient rajouter des paiements, ben, il va peut-être trouver que sa maison à 400 000, même si la banque avait permis, c'est peut-être très difficile à supporter quand même. Fait que, tu sais, faut être intelligent avec son argent. Puis, c'est plate à dire, mais la banque ne va pas toujours faire en sorte que tu vives bien. Elle va s'assurer que tu puisses la rembourser, mais elle ne va pas s'assurer que tu vives bien, mettons. Ouais. Parce que, tu sais, les ratios permis, là, sans rentrer trop dans les technicalités, c'est 40 à 50 de ton revenu brut annuel qui va à payer ta maison, ton hypothèque, tes taxes, puis tes dettes. Fait que, tu sais, c'est carte de crédit, marge et prêt auto la plupart du temps. Fait que, tu sais, je sais pas, là, pour vous, mais personnellement, 50 de votre revenu brut, si ça paye juste ça, il n'en reste pas beaucoup pour vivre, là, à côté, faire les loisirs, manger, et tout, surtout avec le prix de l'épicerie de nos jours. Fait que, tu sais, c'est très élevé selon moi. Il y a certains pays comme en France que les ratios d'endettement permis sont beaucoup plus bas qu'ici, là. Tu sais, on peut aller jusqu'à comme 35 maximum. Ici, on permet, tu sais, il y a certains prêteurs qui permettent d'aller jusqu'à 50, là. 50 de nos revenus bruts, là. Quelqu'un qui a un haut taux d'imposition, il n'en reste pas gros. Là. Non, c'est ça, parce que 15 ça fait une méchante différence au bout de la ligne. Là, on parle en pourcentage. Là. Il y a la pénalité, oui, de briser son prêt. Donc, tu vas devoir la payer. Puis ça, ben, tu vas devoir la payer avec de l'argent immédiatement. Là, fait que si tu as une pénalité de 8 000 ben, éventuellement, ce 8 000-là, tu dois l'avoir ou tu dois trouver un moyen de l'avoir dans tes mains, que ce soit par un prêt ou quoi que ce soit. Mais c'est ça. Même si c'est avantageux sur le long terme, sur les 2 prochaines années, d'économiser 24 000, ben, tu dois fronter 8 000. C'est quand même un désavantage. Puis l'autre désavantage aussi, c'est que en ce moment, c'est super intéressant. Tu le dis à cause de l'inversion de la courbe des taux, de le faire en ce moment, mais ce n'est pas toujours aussi avantageux. Puis il y a aussi, en ce moment, mettons, on peut avoir un prêt peut-être à 4 par contre, en le bloquant aujourd'hui, puis avantageux sur le taux d'intérêt, ça ne veut pas dire que ça va être si avantageux par rapport à, on ne connaît pas l'avenir, mais peut-être que les taux vont redescendre à 2 Donc là, en le bloquant aujourd'hui, tu viens aussi te priver de baisse potentielle, comme tu viens aussi te protéger contre des hausses potentielles, par contre. Ouais. La ligne est très délicate. Il faut faire attention, tu sais, de l'espèce de, comme on dit en anglais aussi, le fear of missing out. C'est que, tu sais, des fois, il ne faut pas non plus essayer de trop aller chercher plus, parce qu'on peut se tirer une balle dans le pied, puis de trop attendre, puis finalement, les taux sont repartis. Aussi, tu sais, tantôt, j'ai dit le taux variable, c'est un lagging indicator, fait que c'est un indicateur qui prend du temps avant de réagir. Ben, les taux fixes, eux, c'est pas le cas. Fait que s'il y a une nouvelle demain d'un autre chum puis il met un autre tarif de 50 on va dire, les taux fixes, du jour au lendemain, ils pourraient sauter de 0,5 Fait que, si on essaye trop de timer le marché puis tout, des fois, ça peut être
se virer contre nous. Ça, c'est une chose. Puis par rapport aux commentaires sur l'inversion des taux, dans le fond, c'est que le calcul de la pénalité va toujours être basé sur le terme restant. Donc, si on prend un terme de 3 ans, on brise après 1 an, il reste 2 ans. Fait que pour faire le calcul que je disais plus tôt, puis que vous avez vu à l'écran, c'est qu'on va utiliser le taux 2 ans pour le prêteur en ce moment. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en ce moment, les taux de 1 an puis de 2 ans sont très chers. Fait que quand on va faire le calcul du différentiel de taux, des fois, le différentiel est très minime ou même il pourrait être dans le négatif. Fait que la pénalité ne serait pas applicable. Fait que, évidemment, là, il y a toujours le un ou l'autre le plus élevé entre le 3 mois d'intérêt. Ouais. Fait que là, dans ce cas-là, on irait dans le 3 mois d'intérêt. En ce moment, c'est beaucoup ça qui se passe, là. Il y a beaucoup de clients que même s'ils sont en fixe, leur pénalité, c'est un 3 mois d'intérêt. Puis c'est pour ça que l'opportunité est là, parce que les taux, même s'ils étaient à 3 si le différentiel de taux il était plus aussi favorable, puis que là, on aurait une pénalité de 30 000, bien, l'économie d'intérêt pourrait être mangée au complet là, par la nouvelle pénalité, là. Fait qu'au final, c'est pour ça qu'en ce moment, il y a une opportunité. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir à dire est-ce que la courbe des rendements obligataires va s'inverser encore une fois ou va rester comme ça. C'est très difficile à dire, mais qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, ça vaut la peine pour beaucoup de clients. Fait que c'est un petit peu pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis on va terminer là-dessus, mais mettons, briser son prêt, aller chercher un meilleur taux. Est-ce qu'il y a des gens qui pourraient avoir peur de dire, ben là, je vais briser ma carte de crédit ou je vais briser ma réputation à la banque ou quoi que ce soit? Est-ce que ça l'affecte négativement de dire, je vais aller chercher une meilleure, je vais payer une pénalité, mais je vais changer de prêt? Comment ça l'affecte le client, là? Ben, c'est sûr que oui, là, je mentirais de dire qu'il n'y aurait pas d'impact sur la cote de crédit. Nous, pour monter le dossier, pour travailler le dossier, il faut tirer le bureau de crédit. Fait que oui, il y a un impact, mais l'impact est minime, là. Ça va faire descendre, mais à la fin de la journée, d'avoir une hypothèque, c'est bon là, pour le bureau de crédit. Puis, tu sais, il faut se rappeler, à la fin de la journée aussi, une cote de crédit, c'est un outil pour le crédit. À mes yeux, à moi, une hypothèque, c'est pas mal le but Ouais, c'est ultime ça. de la cote de crédit. Fait que, tu sais, je trouve ça un petit peu ironique quand les gens ne veulent pas affecter leur cote de crédit avec un prêt hypothécaire parce que, tu sais, à mes yeux, à moi, on bâtit une cote de crédit pour justement avoir le prêt hypothécaire le plus favorable possible. Tu sais, c'est sûr que c'est un autre débat là, si on parle pour une carte de crédit et tout, qui est peut-être moins utile. Mais dans le prêt hypothécaire, oui, il peut avoir un impact, mais c'est minime, là. Votre cote ne passera pas de 750 à 700 à cause qu'on a monté un dossier. Là. C'est vraiment pas aussi un gros impact. Mais oui, c'est ça, il peut quand même avoir un léger impact. Puis quand on dit qu'on va avoir un impact sur la carte de crédit, c'est une chose. Mais quand on change aussi d'institution financière, on doit quand même aussi se requalifier. Donc, on doit quand même remonter le dossier et s'assurer qu'on est encore valide d'avoir un prêt hypothécaire. Parce que, comme je disais tantôt, si quelqu'un a acheté une maison avec, 400, avec un prêt, mettons, de 400 000, puis qu'après ça, il est allé se faire un prêt auto, un prêt pour une piscine creusée, un prêt pour une nouvelle remise, bien, ça se peut que tu ne sois pas qualifié sur le même montant quand tu vas changer d'institution, là. Définitivement. Ça, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Ça, moi, je vais pouvoir le regarder ou d'autres courtiers vont pouvoir le regarder. Mais définitivement, c'est sûr que le ratio, les ratios d'endettement, tu sais, ils vont bouger avec le temps, surtout si on va chercher d'autres emprunts. Fait qu'il faut être prudent, surtout si on maximise vraiment la capacité d'emprunt au maximum. C'est quelque chose à prendre en considération. Puis, tu sais, si vous restez à même votre banque, tant qu'on ne change pas le montant de financement, il n'y aura pas de requalification. Par contre, si on fait un refinancement ou on veut ajouter une marge ou quoi que ce soit, ça se peut que la banque décide de vous requalifier même si on reste à l'interne, là. Fait qu'on n'est pas complètement protégé. Par contre, au moins, il y a un avantage nouvellement là, qui est arrivé, c'est que pour les emprunteurs, si on change d'une banque, qu'on fait un transfert, on n'est plus obligé d'utiliser le taux de qualification. Donc, le taux de qualification, c'est votre taux de contrat plus 2 ou 5,25, le plus élevé entre les deux. Mais là, dernièrement, là, ils ont assoupli un petit peu les règles à ce niveau-là. Fait que quand on fait un transfert, dans certaines conditions, il y a quelques exceptions qui s'appliquent quand même, là, mais pour la plupart des gens, là, on n'aura pas besoin d'utiliser ce taux-là. Fait que ça serait quand même assez étonnant que ça ne qualifie pas, sachant qu'on utilise le taux au contrat, puis qu'initialement, le dossier a été qualifié au taux du contrat plus 2, Oui, c'est ça. donc 2% plus élevé normalement, mais on n'est pas à l'abri de rien. OK. Puis pourquoi tu dis en théorie ou dans tes clients, tu changes d'institution? Mettons, je sais pas, si je suis avec RBC, pourquoi je ne peux pas prendre mon taux à 6,5 en ce moment puis le diminuer à 4 directement avec RBC? Ou pourquoi c'est pas avantageux? Ou pourquoi tu dis je passerai de RBC pour aller à la Banque nationale pour avoir un nouveau prêt là-bas? On pourrait le faire, sauf que là, ben, la même pénalité va s'appliquer, puis ça ne veut pas nécessairement dire que la RBC va avoir l'offre la plus avantageuse sur le marché, mais c'est faisable, là. Si, exemple, la RBC propose un excellent taux, puis qu'on peut le faire, ben oui, dans ce cas-là, ça serait faisable, puis on pourrait le faire. Comme ça éviterait aussi des frais de notaire
et tout. Fait que c'est quelque chose qui se fait, mais la plupart du temps, la raison pour laquelle on va changer, c'est parce que les offres ailleurs vont être plus avantageuses. Pour aller chercher des nouveaux clients, souvent les banques sont plus agressives, tandis qu'au niveau de la rétention, des fois, c'est pas la même agressivité. Fait que c'est comme un peu les assurances, quand on dit magasiner-les à chaque année parce que ça vaut la peine, ben c'est comme une hypothèque. Ça peut effectivement valoir la peine d'aller vers Banque nationale, peu importe, parce que les autres, pour faire le nouveau client, ils offrent un taux de 0,5 et une pénalité plus avantageuse par rapport à la RBC en ce moment, ou qui ferait juste dire, ben voici notre taux affiché, c'est ça que tu as, puis c'est tout. Oui, exact. Il y a beaucoup de gens qu'à leur échéance même, ils ne pensent pas nécessairement de reconsulter le marché puis revoir. Ils vont systématiquement re-signer avec la même banque, mais ça coûte absolument rien, puis ça vaut la peine. Là. On parle pour la plupart des gens, c'est le plus gros prêt, le plus gros engagement financier qu'ils vont avoir de leur vie. Fait que ça coûte rien, puis ça prend juste un petit peu de temps, question de regarder, voir c'est quoi les options sur le marché. Puis si on peut trouver de quoi d'avantageux pour vous, ben, c'est gagnant-gagnant. Tu dis que ça ne coûte rien, mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que quand même, si tu changes d'institution, tu vas falloir passer au notaire, puis éradier ton premier prêt, puis rouvrir un nouveau prêt. Donc, mais la plupart du temps, il y a des remises là, quand même qui sont faites par les prêteurs pour couvrir les frais de notaire là, dans les transferts. Là. Fait que la plupart du temps, il n'y a aucun frais pour le client. Ça arrive, mais je dirais peut-être 80% du temps, là, il n'y a pas de frais du tout. Okay. On parle bien de remise en argent cette fois-ci et non pas de remise de cabane. Exact. Ouais, c'est bon. Fait que, en termes de courtier hypothécaire, toi qui es là, tu vois beaucoup de gens passer. As-tu des situations que tu veux partager comme ça en terminant où des gens ils ont vraiment très avantageux d'avoir changé de taux ou ils ont fait des situations exceptionnelles ou à l'inverse, ils se sont plantés puis il y a un conseil pour ne pas arriver là, mettons? Oui, ben déjà, une chose que j'aimerais dire, c'est surtout, quand les taux étaient très élevés, j'ai beaucoup dit à des clients d'aller vers le variable parce que c'était très difficile à concevoir que les taux allaient continuer à monter. Fait que, en ce moment, j'ai des clients qu'eux, ils ont pris du variable, les taux fixes étaient à du 6,3 %. En ce moment, ils peuvent se fixer à du 4,5 %. Parce que ça, c'est une chose, on n'en a pas parlé, mais le fixe, on va le fixer à partir du moment où tu remplis ton contrat pour X nombre d'années. Du variable, ce qui est intéressant, c'est que tu peux le prendre variable puis venir à tout moment le fixer. Fait que si tu penses que le marché pour toi va continuer à diminuer, tu peux prendre du variable et dans 6 mois, 1 an, si tu penses qu'il est rendu au plus bas, tu viens de bloquer là, mettons. Oui, définitivement. Puis en ce moment, par contre, cette stratégie-là, je trouve qu'elle est un petit peu moins viable parce que, comme je disais, il y a beaucoup de volatilité là, au niveau de ce qui se passe dans l'économie. Fait que, c'est difficile, c'est un terrain très glissant qu'on pourrait essayer de faire ça, puis que finalement, les taux, ils se mettent à augmenter très rapidement. Puis après ça, c'est une espèce de cercle vicieux psychologique que là, OK, mais j'ai pris un taux variable, j'avais du taux fixe à 4,5. En ce moment, si je me fixe, il est à 5,5, fait que je ne vais pas vouloir le faire. C'est un peu les gens qui ont été pris à du 1,5 en variable dans le temps avant que les taux y augmentent, puis que là, ils pouvaient se fixer, mais à 3, fait qu'ils ne voulaient pas parce que c'était plus élevé. Finalement, ils ont attendu, ils se sont retrouvés à 7. Ouais, fait que ça, c'est un jeu psychologique que c'est très difficile là, d'essayer de jouer à ça puis de trouver le bon moment à cause de tout plein de raisons là, du côté psychologique. Là. Puis qu'on ne connaît pas l'avenir non plus. Puis effectivement, l'avenir est incertain plus que jamais. C'est plate à dire, mais normalement, toutes les économies ont des espèces de récessions assez régulières. Là, ça fait longtemps qu'on est tombé en récession, autre que la COVID qui était une exception en soi. On est comme dû pour que le marché plante, on est dû pour plein d'affaires. Là, avec les tarifs, avec les États-Unis, avec la guerre, et tout ça. On n'est pas dans la meilleure stabilité économique qu'on a déjà eue en tant que société. Fait qu'il faut faire attention quand même. Puis les prêts fixes permettent de venir effectivement mettre une stabilité. Les prêts variables, ben, c'est d'autant plus vrai qu'en ce moment, tu dois être prêt à absorber une hausse ou une baisse encore pour tes finances. Oui, définitivement. Fait que, dernier commentaire que je voudrais faire par rapport à ton autre question, c'est aussi une bonne valeur ajoutée selon moi. C'est que des fois, moi, il y a des stratégies que j'offre à mes clients, que ce soit la mise à part de l'argent locatif ou à travers mes collègues. Là, on peut faire aussi la manœuvre Smith, puis d'autres stratégies aussi. Puis des fois, qu'est-ce qui arrive, c'est que mes clients, ils ne connaissent pas nécessairement ces stratégies-là. Ils viennent me voir, ils veulent juste financer une propriété, que ce soit pour acheter un triplex, quoi que ce soit. Puis moi, en analysant leur situation, je vais réaliser qu'il y a des opportunités qu'on pourrait mettre en place, certaines stratégies, puis optimiser considérablement là, leur investissement qu'ils ont déjà. Fait que, par exemple, là, les gens qui ont une maison avec une hypothèque dessus puis un immeuble locatif, c'est vraiment important, comme Rémi peut vous le dire, il faut prendre un courtier hypothécaire qui connaît la mise à part de l'argent
puis essayez de voir si on peut le mettre en place, si ça vous convient, parce que les résultats sont vraiment incroyables. Là, on parle des économies, de sauver des paiements, des années de paiement, là, puis si on multiplie votre paiement hypothécaire fois des années, souvent, ça fait des économies qui sont vraiment considérables. Ouais, plusieurs centaines de milliers de dollars ici. J'en ai déjà parlé dans plusieurs capsules. Je paye mon hypothèque en 4 ans et demi plutôt qu'en 25 ans. Donc, c'est vraiment effectivement incroyable. Puis ça, je dois te remercier parce que je ne connaissais pas cette stratégie-là avant de te connaître. Donc, en théorie, j'aurais acheté, même si je suis dans le milieu depuis 13 ans maintenant, j'aurais acheté ma maison avec une hypothèque sur 25 ans, payée sur 25 ans. Aujourd'hui, je la paye sur 20 ans, sur 4 ans et demi, donc 20 ans de moins grâce à toi, entre autres. Donc, vraiment, je dois te remercier là-dessus. Puis c'est des centaines de milliers de dollars d'économie. Donc, effectivement, la maison, pour plusieurs, c'est le plus gros achat d'une vie. Il y a des moyens de l'optimiser, bien que notre société ait conçu la maison comme le but ultime financier. Il faut comprendre que le but ultime financier, c'est surtout fait pour enrichir les banques et les autres autour au bout de la ligne. Fait que si on veut vraiment détenir une richesse et non pas juste de construire une épargne forcée au travers de notre maison, il y a des stratégies à mettre en place, puis c'est là qu'un courtier peut venir aider. Fait que, merci Félix, merci pour le déplacement, ça vaut la peine. Puis effectivement, tes informations sont en description si quelqu'un veut te rejoindre. Puis n'importe qui peut le contacter au moins un courtier hypothécaire. Félix peut travailler avec des gens de partout au Québec. Même partout au Canada, je dirais, partout au parce que Canada. mon équipe, pas moi directement, mais on a des courtiers qui sont accrédités à travers le Canada au complet, que ce soit autant pour des projets résidentiels que des projets commerciaux. Vraiment, s'il y a une hypothèque reliée, on peut le financer. Fait que prenez pas de chance, puis rejoignez-nous. Excellent. Merci Félix. Merci beaucoup. À une prochaine. Yes. Salut. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Surtout, n'hésitez pas à vous entourer de professionnels pour ce qui est des plus grosses transactions financières dans votre vie. En plus, un courtier hypothécaire, c'est gratuit, mais même les autres professionnels autour, même s'il y a des frais, faites-vous-en pas, vous allez toujours en sortir gagnant. Merci de votre écoute et bon succès.